vraiment, d'année en année, augmenter l'arsenal pour arriver au diagnostic pré-thérapeutique, et il faut absolument avoir le diagnostic avant d'envoyer les patientes au chirurgien ou à l'oncologue. Donc vous voyez, on arrive avec des tables extrêmement complexes, et ici l'aiguille qui permet, assistée par un ordinateur, d'accéder aux microbiopsies, aux microcalcifications. Un petit zoom sur l'aiguille. On fait une anesthésie locale, je précise. Voilà. Donc ça, c'est le dernier... voilà. Donc, en fait, on se met juste devant la lésion. On fait un tir. Une chambre, ici, s'ouvre. Il y a une aspiration qui se met en place. La lésion est aspirée dans cette chambre, qui est refermée, et on récupère le fragment. Voilà, donc pour vous montrer les fragments qui sont obtenus par ce genre de procédure. Donc vous voyez, ce sont des fragments importants, mais on ne peut pas faire autrement, sinon on n'a pas un diagnostic fiable. Et voilà le genre de prélèvement obtenu. Après, on vérifie qu'on a bien enlevé les microcalcifications. Reste un orifice, un trou avec de l'air, dans lequel on pose un clip pour comment dire, montrer précisément l'endroit qui a été prélevé. Voilà. Et on vérifie avec les radios des carottes, comme on les appelle, qu'on a bien les calcifications et que le diagnostic qu'on aura après l'étude anatomopathologique sera bien en adéquation avec l'image qu'on voulait analyser. Donc vous voyez, il ne reste qu'un tout petit orifice sur la peau, et en 8-10 jours, il n'y a plus aucune trace du prélèvement. On peut faire aussi ce genre de prélèvement sous échographie. Et l'ultime, c'est ce genre de macrobiopsie qui peut être fait sous IRM, mais là, ce sont donc des lésions que l'on voit uniquement en IRM. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment très compliqué. C'est une pratique qui est exceptionnelle, enfin mon essai exceptionnel, parce que c'est très très long. Ça dure 2 heures à peu près. Donc c'est vraiment une technique très 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 difficile. Voilà. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi arriver à cette dernière diapo? Parce que je pense qu'il faut avoir une identité précise aujourd'hui du cancer, donc parce que ce n'est pas le cancer du sein, mais ce sont les cancers du sein, et que pour pouvoir faire un traitement adapté, il faut savoir à qui on a affaire. Et sans ces prélèvements percutanés, ce n'est pas possible. Alors pour vaincre le cancer, demain, je pense qu'on n'ira pas avec une grande barre, mais plutôt avec des thérapies ciblées, que je pense qu'on va vous exposer tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'il sera possible d'avoir les présentations après, qu'on pourrait mettre en ligne? Ce sera possible? Oui. Bonsoir, je suis Dr Lebrun, je vais vous parler plus de chirurgie et notamment du ganglion sentinelle pour commencer. Alors, un petit peu d'historique pour commencer. Le ganglion sentinelle, il ne s'est pas tout de suite appliqué dans le sein, mais d'abord dans les cancers péniens, notamment grâce à Cabanas qui a d'abord utilisé l'infoscintigraphie et a remarqué que le ganglion sentinelle, enfin le ganglion envahi, pardon, était tout le temps au même endroit. Et donc, il a pris à partir de ce moment-là le nom de ganglion sentinelle. On l'a appliqué après au mélanome manin. On continue d'ailleurs à l'appliquer couramment. Et c'est qu'en 1993-94 qu'il a été validé dans le cancer du sein. Et à partir de 2000, dans le cancer du col de l'utérus.
On est toujours d'ailleurs en phase d'expérimentation dans ces localisations. Et d'autres, après, petit à petit, vont aussi en avoir l'utilité. Alors avant le ganglion sentinelle, dans les cancers mammaires infiltrants, donc de petite taille, on devait savoir s'il existait ou pas des facteurs de risque de métastase. Et pour ça, on pratiquait à chaque fois ce qu'on appelle un curage axillaire, c'est-à-dire l'évitement ganglionnaire complet sous le bras, donc au niveau de l'aisselle, en haut la veine axillaire et en bas plusieurs pellicules. On ramenait environ 10 ou 15 ganglions, dont 65 à 70% étaient négatifs de métastase. Donc en fait, le curage était un petit peu inutile. Et de toutes ces patientes qui avaient le curage axillaire, à cette époque, environ 70% avaient des séquelles qui ensuite altéraient leur qualité de vie. Alors le concept du ganglion sentinelle, il a été imaginé comme un envahissement en fait, axillaire de proche en proche. Donc on a posé l'hypothèse que l'état du ganglion sentinelle reflétait en fait l'état de l'aisselle dans son ensemble. C'est-à-dire que si le ganglion sentinelle était indemne, on supposait que toute l'aisselle était indemne, ce qui a été vérifié dans pas mal d'études. En pratique, donc si le ganglion sentinelle est isolé et s'il est négatif, on considère que le curage aujourd'hui est inutile. Alors les principes du ganglion sentinelle, donc, avant de passer au bloc, on réalise une double détection, donc d'abord isotopique avec nos confrères de la médecine nucléaire, où la veille de l'intervention, le matin même, ils injectent donc, un colloïde qui est marqué au technétium 99. Donc c'est un émetteur gamma avec une durée de vie de 6 heures, et nous-mêmes chirurgiens, on va utiliser une méthode colorimétrique où on va injecter dans le mamelon, dans la plaque auroglomérular de la patiente, un colorant bleu juste avant d'opérer la patiente, donc 10 minutes environ avant, pour que ce colorant ait le temps de diffuser vers le ganglion sentinelle. Donc avec cette double détection, on améliore en fait les pourcentages de localisation, et on arrive maintenant à l'isoler dans 90 à 95% des cas. Donc la méthode, la détection au bloc, ça se passe par une petite incision axillaire avec donc une sonde où on essaie de repérer le ganglion sentinelle. Donc on entend un bruit, plus on s'approche du ganglion sentinelle, plus on entend un bruit caractéristique. Et par la méthode colorimétrique, on voit des petits canaux bleus qui convergent vers le ganglion sentinelle qui est lui-même tout bleu, comme le représenté ci-dessus. L'analyse ensuite du ganglion sentinelle peut s'effectuer de deux façons, soit par des coupes sériées, c'est-à-dire qu'on découpe le ganglion sentinelle et on le frotte contre lui-même pour regarder si éventuellement il y a des cellules atteintes dedans, enfin des micrométastases ou macrométastases, ou alors par immunohistochimie, c'est la méthode OSNA, c'est-à-dire One Step Nuclear Acid, où on va broyer le ganglion sentinelle dans une machine et détecter s'il est porteur de certains marqueurs cellulaires qui sont eux-mêmes significatifs dans l'atteinte métastatique du ganglion sentinelle en humain. Les critères de qualité, c'est le taux de détection. Hein. La méthode combinée, c'est celle qui rapporte le meilleur taux de détection, donc supérieur à 90%. Alors bien sûr, comme dans toute méthode, elle n'est pas parfaite. Donc, il y a un taux de faux négatif qui reste acceptable entre 5 et 10%. Et la morbidité, donc c'est tout l'intérêt du ganglion sentinelle, c'est qu'elle est beaucoup moindre que le curage axillaire en lui-même. Et il en existe quand même une petite, mais ça altère beaucoup moins la qualité de vie des personnes qui en bénéficient. Les indications, donc, on pense vraiment aujourd'hui que le ganglion sentinelle est une alternative au curage. Et il est effectif dans les tumeurs inférieures à 3 cm, unifocales, les tumeurs en place. On fait des ganglions sentinelles dans les carcinomes infiltrants. Ceux qu'on arrive, les ganglions qui sont non palpables à l'examen clinique, où la patiente n'a pas reçu de traitement les mois suivants, donc soit radiothérapie ou surtout chimiothérapie.
Et les praticiens qui ont recours à cette technique ont avant eu une courbe d'apprentissage, enfin pu bénéficier d'une courbe d'apprentissage multidisciplinaire. Maintenant, on fait. Alors avant, on faisait, pour valider le ganglion sentinelle, on devait faire une dizaine, une quinzaine de curages avec repérage du ganglion sentinelle. Maintenant, bon, c'est des techniques, enfin, c'est une méthode qui est beaucoup trop invasive pour les patientes et ça se fait par compagnonnage. Donc, quand on accompagne les jeunes internes au bloc, on leur fait faire avec sous contrôle d'un chirurgien enseignant. Alors, pour finir sur le ganglion sentinelle, c'est une étude de morbidité pour vous dire que malgré tout, même s'il y a une désescalade thérapeutique, ça reste quand même une méthode invasive avec 8,7% d'engourdissement des doigts, un lymphœdème qui reste modéré mais qui quand même concerne 7% des patients, et une qualité de vie, une réhabilitation socio-professionnelle qui est quand même beaucoup plus appréciable que le curage axillaire en ligne. Je vais laisser... Juste une question. Pardon. Vous avez dit on entend un bruit quand on s'approche du ganglion sentinelle. Oui, comment c'est parce possible? que la sonde, en fait, c'est un compteur GGR. D'accord. Donc, plus ça va, plus le bruit augmente par rapport à l'émission. Ça brûle, ça brûle. Bonsoir, moi je m'appelle Stéphane Bardet, je suis médecin nucléaire. Je ne suis pas le docteur Poussini, qui en fait n'a pas pu venir ce soir parce qu'il vient d'avoir un petit bébé. Donc comme quoi, vous voyez, le nucléaire n'empêche pas de faire des enfants. Ça doit vous rassurer. Y compris pour les femmes d'ailleurs. Donc moi, je suis juste là pour donner quelques compléments sur la technique du ganglion sentinelle isotopique. Vous avez bien compris qu'il y a deux techniques pour repérer ce ganglion sentinelle. Une technique froide, hein, le bleu patent, et puis une technique chaude en utilisant un traceur qui est marqué avec un produit radioactif qui s'appelle le technétium 99. Donc, simplement pour vous redire que cette identification du ganglion sentinelle a pour but d'épargner le curage axillaire et donc la morbidité qui va avec, c'est-à-dire en gros le gros bras homolatéral au curage. Donc sur le plan isotopique, on injecte, et vous allez voir comment sur la diapositive suivante, des nanocolloïdes marqués au technétium. Il y a deux marques, là, c'est le détail, tout ça. On le fait en périaréolaire, en sous-cutané, c'est absolument pas douloureux, vous allez voir. Donc voilà comment on s'y prend. Donc dans les petites aiguilles ici, on a donc préparé le nanocolloïde marqué au technétium et on fait deux injections en regard de la tumeur en périaréolaire. Donc, par exemple, sur cet exemple, je pense que la tumeur devait se situer dans les cadrans supéro-externes. Et donc, on se met en périaréolaire et on injecte deux fois dans cette zone-là. Et donc, le traceur va être capté par les vaisseaux lymphatiques et va finalement se loger dans ce premier relais ganglionnaire qu'on appelle donc le ganglion axillaire. Et donc, ce ganglion sentinelle, on peut le repérer quelques heures après l'injection du traceur, donc généralement 1h30 après l'injection, on fait ce qu'on appelle une lymphoscintigraphie, c'est-à-dire une image scintigraphique de cette région. Donc, vous voyez, on est ici dans un cliché face antérieure et puis ici de profil. Donc là, vous avez l'ombre du sein. On a injecté probablement ici le traceur et vous voyez ici le ganglion axillaire. En fait, il y a deux ganglions sentinelles qui sont côte à côte. Et donc, le lendemain matin, quand le chirurgien va opérer la patiente, eh bien, ce produit radioactif qui a une demi-vie de 6 heures va persister. Et grâce à une sonde de détection de la radioactivité, eh bien, va donc le repérer, le prélever. Et donc, si ce ganglion est négatif, on pourra considérer qu'il n'y a pas d'envahissement ganglionnaire axillaire et donc ne pas faire de curage ganglionnaire. Si en revanche, on trouve des cellules cancéreuses dans ce ganglion sentinelle, il faudra secondairement envisager un curage axillaire. Voilà un petit peu la technique.
très rapidement. Voilà, donc, je vais maintenant vous parler de la radiothérapie péropératoire. C'est le système Intrabeam, l'un des seuls sur le marché actuellement. Alors, l'Intrabeam, qu'est-ce que c'est? C'est un accélérateur de particules miniaturisées. Il a une énergie d'environ 50 kV et il irradie la totalité de la qualité de tumorectomie en 40 minutes au bloc opératoire. Donc c'est cette espèce de girafe qu'on a au bloc là, et qui est tout à fait manipulable avec, quand on appuie sur deux boutons qui débloquent des freins, et qui peut se conformer un peu dans tous les sens pour aller irradier au bon endroit à travers dans le lit de tumorectomie au bloc opératoire. Donc la procédure, elle se fait toujours après la réalisation d'une tumorectomie du sein. Donc généralement, les équipes entraînées, elles vont envoyer la tumeur à l'analyse de l'anatomopathologie pour vérifier qu'on a bien retiré toute la tumeur et qu'on est en marge saine. Parce que ça ne sert à rien d'irradier une tumeur qui est pas enlevée complètement. Et parallèlement, ou même avant généralement l'intervention, on a retiré le ganglion sentinelle qu'on a analysé. Et quand toutes ces procédures sont négatives, c'est-à-dire que la tumeur a été bien enlevée dans son ensemble, donc il ne reste plus de résidus tumoral, et que l'analyse du ganglion sentinelle elle-même est négative, bah, c'est le feu vert pour réaliser cette irradiation péropératoire. Donc on va mettre en place un champ stérile sur le dispositif pour que le chirurgien puisse lui-même l'actionner et le placer au bon endroit. Après réalisation de bourses dans la glande mammaire pour pouvoir resserrer le tissu à traiter au plus proche de la source d'irradiation. Parce qu'en fait, c'est un système qui irradie sur très peu de distance. Donc, si on laisse un petit peu d'air, donc si le chirurgien fait mal son travail dans la préparation du milieu opératoire, on aura un mauvais traitement, donc plus de chances, plus de risque de récidive. Une question. Est-ce que ça remplace la curithérapie? C'est une autre forme. Alors pour nous, ça remplace, dans certaines indications, ça remplace la radiothérapie post-opératoire. Ça se passe en une séance en péropératoire. La curithérapie est déjà plus lourde, à la mesure où il vous faut aussi mettre des fils radioactifs et passage dans une chambre pour protéger. Sur le plan des résultats, c'est probablement assez voisin effectivement comme résultat. Il y a bien sûr encore des partisans de curithérapie à la du sein. Mais parce que ma fille a eu ça, une curithérapie. Dans certains centres, oui, ça se fait. Alors du point de vue bibliographie, il y a de la salle d'op, c'est fini. Donc on attend 40 minutes, on a le temps de prendre un café, puis après de fermer, de suturer la peau, et puis la patiente peut rentrer chez elle avec simplement de l'hormonothérapie en post-opératoire. C'est tout l'avantage de ces patients qui sont peu mobilisables et qui sont éligibles à ce genre de traitement. Alors une grosse étude qui a fait un peu une preuve de non-infériorité de ce dispositif, c'est l'étude Target qui a randomisé 1000 patients dans chaque bras pour en fait comparer la radiothérapie interopératoire à la radiothérapie externe, et on a vu qu'il n'y avait pas, avec un recul médian de 4 ans, qu'il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Donc il y a un groupe qui va faire de la route pendant 25 à 30 séances de radiothérapie, donc tous les jours pendant 5 semaines, 6 semaines, et puis il y a un groupe qui aura une radiothérapie interopératoire pendant 40 minutes sur table, donc elle va même pas s'en apercevoir finalement. Et ces dames qui appartiennent à ces deux groupes différents auront la même survie finalement, même avec une diminution de la toxicité thermique. Alors les indications de l'Intrabeam et l'irradiation péropératoire, c'est des patients dont l'âge est supérieur à 65 ans. Généralement, on s'adresse au carcinome camélaire infiltrant de moins de 2 cm, avec une absence d'envahissement ganglionnaire. L'importance de faire un ganglion sentinelle avant, s'il est positif, donc s'il est métastatique, contre-indique par contre la méthode d'Intrabeam. On peut tout à fait prévoir ce genre d'indication en préopératoire avec la patiente, et finalement la réveiller en lui disant: je suis désolé, on a dû faire un curage parce que le ganglion sentinelle était positif et vous n'avez pas eu d'Intrabeam, vous aurez en plus la radiothérapie post-opératoire donc classique, parce qu'il faut, dans ce cas-là, il faut non seulement irradier
le sein qui reste, mais aussi la base du creux axillaire, parce que le creux axillaire est emballé. Donc des récepteurs hormonaux positifs et aussi donc, une négativité de HER2, parce que ça on est dans le cadre de facteurs cellulaires et de facteurs pronostiques qui sont bons. Hein. On peut aussi utiliser l'intrabine en irradiation anticipée du milieu opératoire. C'est-à-dire que quand on fait une irradiation du sein, on fait ce qu'on appelle un boost sur le lit opératoire. Dans ce cas-là, on pourra aussi utiliser l'intrabine pour faire le boost en opératoire pendant 40 minutes, ce qui va faire gagner à la dame en fait 8 séances de radiothérapie externe. Merci pour votre attention.